de l'armée, parce qu'il y a le clientélisme, n'importe qui est nommé général, parce qu'il est frère d'eux, etc. Tout ça, ça fait partie des échecs des indépendances. Pas seulement au Nigeria, on en trouve partout. Parce que les généraux aujourd'hui, quand vous prenez un général d'un pays africain, vous le comparez avec un général français ou un général japonais, c'est comme le jour et la nuit. Mais il y en a quand même qui sont bien formés. On en a quand même bien formés. Les exceptions ne manquent pas, bien entendu. Alors, mais il faudra dire que Boko Haram est en train de se gaver de cette contradiction, cette pauvreté, cette injustice dans le partage du bien public, parce que, vous savez, je vous donne une information. Goodluck Jonathan a marié sa fille et il a fait cadeau à tous les invités d'une montre Rolex qui coûtait, je ne donnais pas le montant, c'était en or massif. Oui. Alors que... Avant ou après l'échec? Non. Quand il était président, il a marié sa fille, tous les invités, même ceux qui balayaient, ont eu chacun comme cadeau. Et pourtant, ce sont les invités qui apportent des cadeaux. Oui. Alors là, c'est pour montrer le niveau de la légèreté de la gestion du bien public, qui fait qu'il y a des frustrés, et facilement ces jeunes gens deviennent, en fait, beaucoup... D'où les travaux, enfin les travails de laboratoire, des stratèges qui profitent justement, qui servent sur ça pour créer les Boko Haram, les rébellions. En fait, oui, Boko Haram, c'est une autre forme de Koulouna. Voilà. Alors, entrons dans le sujet maintenant. Bienvenue Bakoumani par rapport à cette partie, je sais que vous êtes économiste et que quand on parle de l'initiative africaine, on voit bien le NEPAD qui n'a pas donné vraiment les grands fruits. Est-ce que l'initiative aujourd'hui du président Sisi est à saluer ou c'est un coup de pub carrément de l'Égypte? C'est le canal de Suez qui va permettre le transport de beaucoup de navires va profiter plus à l'Égypte ou bien aux pays qui passeront par là. Symboliquement, qu'est-ce que ça représente pour nous, Africains? Pour nous, Africains, ça veut dire qu'il y aura un peu plus de flux qui sera drainé vers les continents. Oui. Pour nous, Africains, ça veut dire également que dans les échanges, nous allons peser un tout petit peu, un peu plus. On était à moins d'1%, à moins de 2%. Peut-être qu'avec le canal de Suez, on peut aller à 2%. C'est quelque chose lorsqu'on évalue l'espace. On a dit une trentaine de milliards. Une trentaine de milliards investis, c'est une trentaine de milliards qui va rapporter plusieurs milliers de milliards au continent. Et je pense que ce sont des projets qui démontrent que les États africains peuvent assurer le leadership de ce qu'ils veulent. Et là, ce canal a été voulu par l'Égypte. C'est ça la nouveauté. Ce n'est pas un plan conçu à Washington ou à Paris et qui est venu être imposé au Caire. C'est un plan qui a été conçu, voulu par les Égyptiens. C'est aussi le cas parce qu'il faut rentrer aussi chez nous, faire un clin d'œil chez nous. Et même les financements. Oui, la plus grande partie. 80%. Oui. C'est un peu comme la RDC avec ses financements. Non, c'est pour revenir chez nous, parce que moi j'aime plus parler de chez nous. Nous avons un projet que nous devons piloter. Lequel? De même envergure que ce canal. Les grands Inga. Vous m'avez pris la parole à la bouche. Les grands Inga, parce que... Mais pourquoi on n'initie pas la collecte comme ça fait en Égypte? Écoutez, que chaque Congolais donne $1 par exemple? Écoutez, les grands Inga, c'est quelque chose comme 80 milliards de dollars américains. On ne doit pas rêver et dire que du jour au lendemain, nous allons les réunir. Mais il faut que les gouvernements assurent le leadership de ce grand projet, de ces méga projets, qu'on puisse arriver à obtenir l'adhésion des différents partenaires en démontrant par nous-mêmes que nous sommes déterminés. On a vu le ministre congolais de l'énergie signer le protocole avec l'Égyptien. Est-ce que ça viendrait peut-être de là? Parce que notre fleuve vient de là-bas. Voilà justement des canaux qui peuvent nous permettre de piloter à bon port ce projet d'Inga. C'est avec des partenaires du Sud. Parce que souvent nous avons l'impression qu'il faut aller aux États-Unis, il faut aller à la Banque mondiale, alors que nous pouvons aller auprès du Brésil, auprès de l'Inde, auprès de l'Égypte, auprès du Maroc. Le Maroc, c'est aussi une puissance qui est en train de monter sur le continent et qui a suffisamment de ressources pour susceptible de nous aider à construire Inga. Nous regardons souvent là où il ne faut pas regarder. Et nous avons plus la tendance de croire que seul l'Occident peut nous apporter des capitaux pour des investissements. Alors que les conditionnalités, nous les avons vécues durant des années. Les conditionnalités sont telles que
nous ne sommes pas en mesure de remplir certaines conditions. Or, avec les nouveaux partenaires, ceux qui ne font pas des conditionnalités une exigence prioritaire, notamment la Chine, nous peinons. Rappelez-vous, on a eu un contrat de 9 milliards. On n'a pas pu tenir pour que nous puissions avoir les 9 milliards. Donc, c'est dire que le degré de leadership, la force de leadership dans le pilotage de ces projets complexes, il faut les reconnaître, est tel que si ce leadership arrive à capitaliser tous les efforts à l'interne et juste dans les parages, on peut arriver à des résultats tels que l'Égypte a pu le faire. Mais nous, souvent, nous regardons du mauvais côté. Alors, justement, quand même, Ludo Balekelai, quand on voit le président Sisi, on a dit c'est un militaire, c'est pas un économiste, il était là plus pour combattre le terrorisme de frères musulmans, etc. Il invite des chefs d'État d'Afrique où il se passe ce qu'on appelle la croissance forte. Joseph Kabila, le président éthiopien, enfin le premier ministre éthiopien, et puis d'autres aussi qui étaient là au Caire avec lui. La signification, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que la coopération sud-sud dont parlait Bienvenue Bakoumani est viable? Ou bien il y aura toujours un peu l'influence de l'Occident qui a toujours tendance à dire oubliez vos partenaires du Sud, moi j'ai des milliards, je vous les prête, mais à condition. Et c'est à condition qui nous fait traîner souvent. Oui, c'est justement... En un an, l'Égypte a fait ses canaux. Effectivement. En un an, et je voudrais compléter les confrères en disant que c'est la diaspora égyptienne qui a contribué aussi, en dehors des Égyptiens de l'intérieur, la diaspora égyptienne a contribué substantiellement au financement de ce canal qui date de 1859 et c'est 146 ans après qu'on construit la deuxième voie parce que c'était d'abord un canal à sens unique. On signale que Nasser a eu des problèmes avec les Français, à cause du canal. Non, parce qu'il l'avait nationalisé. Au début, c'était un bien privé. Oui, exactement. Par les Français, géré par les Français et les Britanniques. Voilà. Lui, il a dit, mais c'est un canal qui se trouve dans mon territoire. C'est chez nous, c'est devenu... Et on lui a fait la guerre à cause de ça. Oui, pendant un siècle et demi, ce canal-là était à sens unique. Maintenant, avec Al-Sisi, bien sûr, il a trouvé, les autres avaient déjà jeté les jalons depuis Hosni Moubarak. On a les deux directions, les deux sens. Les bateaux, poids lourds, peuvent aller dans tous les sens vers l'Europe, tout comme vers l'Asie, et ça va faciliter, comme Bienvenue l'a dit, des échanges commerciaux. Mais au-delà de ça, je dégage une symbolique, c'est que le fait qu'on ait invité le président congolais pour le cas de figure démontre que la République démocratique du Congo est un acteur majeur dans le triangle qu'il faut construire pour le développement du continent africain. Et on a signé, dans la foulée, le partenariat avec le ministre de l'Énergie. Justement, j'en arrive là. Et, il faut considérer le pôle nord avec l'Égypte et le Nigeria aussi, il ne faut pas les sous-estimer malgré l'insécurité. C'est la première économie du continent. C'est la première économie du continent. Le Nigeria. La République démocratique du Congo, qui va, dans quelques jours, faire partie de 9 économies mondiales les plus... ça, c'est le dernier rapport de la Banque mondiale. Le dernier rapport. Et puis, nous avons l'Afrique du Sud. Donc, c'est un triangle qu'il faut consolider dans ce qui est convenu d'être appelé les BRICS. Donc, où on trouve le Brésil, la Chine, et ainsi de suite. Le Congo, qui se bat, qui est engagé résolument sur la trajectoire de l'émergence, devrait encore pousser le bouton pour arriver à l'émergence comme on le souhaite et accéder à ce cercle des grands. Ça va booster l'économie du continent à telle enseigne que l'Occident, étant conscient de cela, l'orne vers l'Afrique pour plusieurs partenariats. Mais alors pourquoi François Hollande s'est fait inviter à cause bien entendu, des rafales? Il y a le passé, Ah oui, d'accord, des Canadiens. Voilà, c'était la symbolique. Oui, il y a quand même des liens historiques. L'ancien canal. Tout à fait, oui, même si ça n'a pas fait du chemin. Alors donc, il faut considérer que c'est quelque chose d'un enjeu de taille. Et pour la République démocratique du Congo, ce séjour du président Kabila au Caire, en Égypte, nous profite dans la mesure où il y a ces accords qui ont été signés pour, par exemple, financer une centrale pluviométrique à Limete, construire 2 centrales au niveau de Kimpoko et même de Mikondo, des centrales
d'énergie solaire, comme on le dit. Et puis, il y a 10 millions qui seront affectés pour la construction d'adductions d'eau dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, telle que la configuration le présente aujourd'hui. Donc, ce sont les retombées que nous tirons de cela, mais il faudrait qu'en retour, nous donnions aussi quelque chose, au lieu d'être toujours, d'avoir toujours la main tendue. C'est là que je voudrais appuyer, bienvenue sur le projet Grand Tinga, qui pourrait également, comme les Américains l'avaient suggéré, aider à électrifier l'Afrique et à porter un plus à l'industrialisation du continent, dans la mesure où l'électricité joue un grand rôle dans le redressement économique des pays africains. Est-ce que l'exemple égyptien de ces projets qui est allé trop vite ne nous alerte pas sur le caractère du suivi de nos propres projets? Le Grand Inga, par exemple, a été l'un des projets le plus boosté par la communauté internationale, projet phare. Comment Al-Sisi qui arrive, il a eu quand même la guerre avec les frères musulmans, Prastarir, tout ce qu'on a connu en Égypte, avec, on voit là-bas, au mont Sinaï, tous les jours, les policiers, les militaires qui sont tués, mais on a terminé ce projet. Pourquoi nos fonctionnaires, nos ministres ne terminent pas les projets aussi rapidement, ne poussent pas faire les suivis aussi rapidement? On a signé beaucoup d'accords, il faut quand même les signaler, avec beaucoup de pays. Là, on vient de signer avec l'Égypte, lui doit écrainer là ce qui devait être fait. À vous qui secouez un peu. C'est une question un peu difficile. Pourquoi elle est difficile? Je vais essayer d'abord rajouter un élément. C'est culturel, je vais essayer de répondre à la question. Oui. Mais seulement, il faut dire que l'exemple de Sisi aujourd'hui, c'est paradoxal pour l'Afrique. Ouais. Sisi est arrivé au pouvoir avec la manière dont on sait. Oui. Coup d'État. C'est pas un coup d'État. Oui. Il a chassé un régime bien démocratiquement élu. Démocratiquement élu. Oui. Il vient d'être condamné à mort, d'ailleurs. Oui, c'est qu'il confirme que l'Égypte est un pays militaire, parce que Nasser, Anwar el-Sadat, Moubarak et Sisi. Militaire. Et ça, c'est paradoxal pour l'Afrique. Mais également, il faut dire que l'arrivée de Sisi au pouvoir, c'est l'échec un peu du printemps arabe. Hein. Vous savez, nous avons tous acclamé la témérité des Égyptiens. On a dit à Willy Al-Moubachi que le printemps arabe n'a pas échoué. Ah, voilà, place à rire. Et aujourd'hui, Sisi au pouvoir, il a mis en prison beaucoup de journalistes, droits de l'homme, activistes. 700 000. Les partis politiques n'existaient plus. Il n'y a plus de liberté d'expression en Égypte. Bon, c'est dommage un peu pour la modernité démocratique que nous rêvons, que nous voulons. Mais on est venu quand même l'acclamer pour le Canada. Quoi qu'il en soit, dommage quoi qu'il en soit, qu'il y a beaucoup de pays qui se développent pendant la dictature, comme le Chine d'Allende, qui font de prouesses. Seb Blatter disait c'est plus facile d'organiser la Coupe du Monde dans une dictature que dans une démocratie. Vous savez qu'en dictature, il y a moins de manifestations. Aussi c'est prouesses. Oui. Et ce que Sisi a fait, je crois qu'il faut applaudir. Les Égyptiens ont contribué. Mais il faudra dire que si... Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Si ça marche, c'est parce que les Égyptiens... L'Égypte, c'est le seul pays arabe qui reçoit une manne financière importante des Américains. 1 milliard. 1 milliard. Pour l'armée, par an. 1 milliard. Par an. Donc c'est que ça. Pour contrôler la Palestine. C'est 1 milliard qu'on donne à l'armée. L'armée. Pas encore au pays. D'abord à l'armée. À l'armée. Tout à fait. D'abord à l'armée. Parce qu'en fait, l'Égypte est le seul pays arabe qui a signé la paix avec Israël. Et ça a facilité les choses au niveau de... Mais c'est en fait un policier sur bande de Gaza et la Palestine. Maintenant, je réponds à votre question. Oui. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Au-delà du soutien américain, je pose la question. Ça ne marche pas chez nous parce que... la culture du suivi. Il n'y a pas que ça. Parce que nous faisons des projets pour nous. Pas pour les pays. Pour nous. Pour qu'on voit que tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et malheureusement, ceux qui sont chargés de la communication des inaugurations ou de tels événements donnent au peuple un dégoût de ce qu'on inaugure. Ça, c'est dangereux. C'est là où j'ai dit qu'il faut toujours diversifier, qu'il faut envoyer en reportage quand il y a une inauguration. Le message est passé. Au point que certaines belles constructions, mais parce que le discours n'a pas été bon, le peuple ne trouve pas son compte. Pourquoi il n'y a pas suivi? C'est parce que, on l'avait dit un jour ici, comment est-ce que un des ministres
est mal coté par les Français parce qu'il y a beaucoup de corruption. Oui. Quand vous voyez un ministre, je prends l'exemple de l'auteur du gouvernement, on a fait un débat sur Facebook, bienvenue à participer, on ne sait pas combien ça a coûté. 37 millions selon Okapi, 33 selon Télé 50, 41 millions selon les ministres. 42. Tout à fait. Donc on 42, voilà, on ne sait pas combien ça coûte. Non, les documents sont là, c'est 42. Répartition des Autre exemple. C'est 42.